Monsieur Mostafa Heddem, bonjour. Bonjour. Alors, se tenir prêt à faire face à toute éventualité de menaces qui viseraient notre pays, c'est l'édito de la revue El Jaish. Les menaces sont-elles réelles aujourd'hui? Monsieur Mostafa Heddem est aggravé par les conflits qui agitent la région. Oui, nous avons une situation géopolitique extrêmement déstabilisée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Cette situation de déstabilisation a commencé plus précisément en 2011 avec les événements à Benghazi et puis dans toute la Libye et l'intervention étrangère. Cette intervention étrangère n'a créé que le chaos dans cette région. Cette situation s'est aussi exacerbée par la situation sécuritaire, sociale et politique extrêmement compliquée dans la région du Sahel, notamment au Mali. Donc nous avons une situation gravissime à nos frontières. Mais ce qui est nouveau depuis il y a de cela, disons, 2-3 mois. Depuis 2-3 mois, nous assistons à des déclarations de part d'un certain nombre de pays et au plus haut niveau officiel, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse du Royaume du Maroc ou qu'il s'agisse d'autres pays, notamment un certain nombre de pays du Golfe qui ont réagi au refus de notre pays au processus de normalisation d'une part et au maintien d'un certain nombre de positions, notamment vis-à-vis de la question palestinienne, cela a été réitéré par le président de la République, qui considère qu'il s'agit là d'une question centrale pour le peuple et pour l'État, et aussi la question sahraoui. Donc, nous n'assistons pas uniquement à une réaction d'un certain nombre de capitales. Cela s'inscrit dans le cadre d'un processus de déstabilisation. Ce processus de déstabilisation n'est pas ému aussi par les intérêts importants et contradictoires en Libye. Ce que nous voyons en Libye est la tentative de créer une situation, une atmosphère difficile pour l'Algérie, c'est aussi pour empêcher que le plan algérien, que la vision algérienne ne vienne à s'appliquer dans ce pays. Mais qui sont aujourd'hui, avec précision, Monsieur Heddem, les commanditaires de ces menaces? On les connaît avec précision, puisque vous avez Ammar Belhimer, porte-parole du gouvernement, qui déclare que la situation des droits de l'homme n'est qu'un plan ourdi contre l'Algérie, qui n'accepte point de leçons creuses, ni de paternalisme hérité de la colonisation. Vous savez, il y a, dans ma première réponse, j'ai parlé du problème libyen, qui est pour moi un problème central. Ceux qui sont impliqués en Libye sont connus. Il s'agit de l'ancienne puissance coloniale, la France, il s'agit des Émirats, il s'agit du Maroc. Depuis Zouirat, depuis 2015, le Maroc tente d'une manière ou d'une autre de se faire une place, mais aussi, il faut le rappeler, je n'aime pas parler du Maroc parce que quand je dis le Maroc, cela suppose aussi le peuple marocain pour lequel nous avons énormément d'amitié et de fraternité. Mais le régime du Makhzen, qui historiquement a toujours été un moyen agité par les puissances occidentales. Je dis depuis toujours, y compris quand le roi Mohamed V avait des velléités d'indépendance, le Makhzen a été utilisé par l'ancienne puissance coloniale. Donc c'est pour dire que ceux qui sont intéressés par une situation de déstabilisation dans notre pays sont ceux qui ont des intérêts dans la région. L'ancienne puissance coloniale, d'abord dans la région du Sahel, au Mali, au Niger et en Libye. Le Maroc, pour des considérations que nous connaissons, le Maroc est un pays expansionniste qui a occupé d'une manière illégitime et d'une manière agressive le Sahara occidental et qui refuse la légalité internationale. Et il faut dire que l'entité sioniste n'a jamais apprécié
les positions de notre pays. Pour ceux qui, je voudrais ouvrir une parenthèse, l'État palestinien est né à Alger et à ce moment-là, l'entité sioniste voulait bombarder Alger. L'entité sioniste refuse les positions immuables de soutien sans condition à la cause palestinienne. Donc, les intérêts des pays que je viens de citer, pour des considérations multiples, mais aussi pour des considérations qui les concernent ensemble, veulent à tout prix déstabiliser notre pays. Mais quand on parle de déstabilisation de l'Algérie, est-ce qu'on peut parler par exemple de coïncidence par rapport aux faits qui sont en train de se produire comme par hasard durant cette période? Vous avez par exemple la libération de 203 terroristes au Mali. Est-ce qu'on peut considérer que cette libération, bien sûr moyennant paiement de rançon pour la libération d'otages étrangers, notamment une française, vise-t-elle aujourd'hui à saper les efforts de lutte antiterroriste que l'Algérie a fortement combattu? On a été traumatisé par les années de terrorisme. On libère 203 terroristes au Mali. Dont 2 ont été arrêtés au niveau de nos frontières. Madame Souheil El-Hachmi, dans une approche de déstabilisation, il s'agit d'une approche stratégique. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Il faut mettre bout à bout un certain nombre de déclarations, un certain nombre d'actions. On ne peut pas, cette approche de déstabilisation, pour ne pas faire de l'histoire, la déclaration du président Macron sur l'accompagnement d'une période de transition, la résolution du Parlement européen, les déclarations de plus en plus agressives du ministre des Affaires étrangères du Makhzen, sous l'impulsion de la France et du Maroc, la tentative de régler le problème libyen lors de la réunion de Gamart à l'hôtel des quatre saisons, comme son nom l'indique, qui a été menée par l'ancienne représentante du secrétaire général des Nations Unies en Libye. Tout cela, il n'y a pas de fait de hasard. Qu'on vient libérer maintenant 203 terroristes au Mali. La première victime, c'est le gouvernement malien. Un nouveau gouvernement malien dont les positions vis-à-vis de l'Algérie sont des positions très favorables. La première victime, c'est le gouvernement malien. Si le Mali est encore un peu plus déstabilisé, c'est notre pays qui est déstabilisé. Moi, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas 203 terroristes libérés au Mali qui vont déstabiliser un grand pays comme l'Algérie. L'Algérie a eu à faire face à des katibas de terroristes qui étaient structurés, organisés et qui n'ont pas pu mettre à mal et le peuple algérien et ses institutions. Ce n'est pas des agissements comme cela. Ceux qui le font se trompent et ils savent qu'ils se trompent. Mais les premières victimes, c'est le Mali. C'est vrai qu'ils vont déstabiliser un peu la région frontalière. L'Algérie est un pays pivot, est un pays important dans cette région et ces tentatives n'aboutiront strictement à rien. Il est vrai que cela n'exclut pas la nécessité pour les Algériennes et les Algériens de se mobiliser en créant un front intérieur. Ce front intérieur ne veut pas dire l'unanimisme. Ce front intérieur se fera par le peuple et pour le peuple. Il se fera en cohérence et en cohésion avec l'institution militaire et toutes les institutions du pays. Je crois personnellement que les tentatives qui sont menées ici et là par un certain nombre de capitales ne représentent pas un danger pour notre pays, sauf si des forces intérieures, soit pour des considérations de désir de parvenir au pouvoir par des moyens autres que les moyens démocratiques, soit parce qu'ils ont une haine profonde envers leur propre pays. S'il n'y a pas
si ces puissances étrangères ne trouvent pas à l'intérieur du pays des gens qui vont les soutenir, soyez certains que leur tentative, comme tous les autres complots menés contre l'Algérie, n'aboutiront strictement à rien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Mostafa Heddem, que vous avez abordé la question de la transition, est-ce qu'on peut parler que les artisans de la transition politique en Algérie est toujours inscrit dans les agendas de certains pays internationaux? Quand vous savez, vous avez cette information concernant un think tank qui sera organisé au mois de mai 2021 aux Émirats Arabes Unis, qui parle de la transition en Algérie et au Soudan, qui sera le thème bien sûr de ce think tank, et bien sûr la transformation démocratique dans ces pays en continuité par rapport à ce qui s'est produit déjà en 2011 par rapport au printemps arabe, qui ont concerné aussi bien la Libye, la Tunisie et l'Égypte, le Soudan aussi. Je n'aime pas d'habitude faire des digressions, mais seulement permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Le terme période de transition a été prononcé par le président Macron. Transition est la langue française est la langue de M. Macron. Donc il en connaît le sens figuré, le sens propre et le sens caché du terme transition. Il faudrait remettre cette déclaration dans son contexte. Au lendemain des élections présidentielles et au moment où plusieurs capitales occidentales, arabes, envoyé des messages de félicitations, le président Macron, en réponse à un journaliste, avait dit « Je prends acte de cette élection ». Nous nous rappelons tous la réponse cinglante du président Tebboune « Il est en train de vendre sa marchandise ». Pensez-vous que quelqu'un qui a refusé, dès le début, les élections présidentielles en Algérie, tout le processus institutionnel en Algérie, pensez-vous qu'il va faire une déclaration en faveur du président Tebboune ou en faveur de l'Algérie? Qui parle de transition? Pourquoi parler de transition alors que nous venons de faire des élections présidentielles, un référendum pour les élections, et que nous nous apprêtons à d'autres élections pour une véritable construction institutionnelle? Parler de transition, c'est faire le jeu de ceux qui veulent véritablement, à l'intérieur du pays et dans d'autres capitales, créer une situation de déstabilisation dans notre pays. Maintenant, pour revenir au think tank dont vous parliez maintenant, et dont la réunion se tiendra, dont le congrès se tiendra à Tunis en 2021. Aux Émirats Arabes. C'est les Émirats Arabes Unis qui organisent, mais il se tiendra cette année, je pense, en Tunisie. Et il porte sur deux pays. Le Soudan et l'Algérie. Le Soudan, le plus grand pays d'Afrique, a déjà connu plusieurs coups de boutoir, qui a conduit à l'éclatement de ce pays en deux entités. Il y a eu ces mêmes tentatives vis-à-vis de l'Algérie. Quels sont les moyens utilisés et quelles sont les lignes de fracture utilisées par tous ceux qui cherchent une déstabilisation? 3 lignes de fracture, du moins les plus importantes. D'abord, la fracture ethnique. Et nous avons assisté ces dernières années, plus particulièrement ces derniers mois, à un certain nombre de déclarations relatives à des questions ethniques en Algérie. Nous l'avons vu, y compris dans la dernière résolution du Parlement européen. Deuxième tentative de fracture, c'est au niveau des différences religieuses. Ce n'est pas le cas en Algérie. Et encore là, nous avons aussi des tentatives de créer des groupuscules en disant que voici, il y a des chrétiens ou bien des ahmadites qui n'ont pas leurs droits. Troisième cheval de bataille, les droits de la femme. Là, plus particulièrement s'agissant de la résolution de l'Union européenne, je voudrais les inviter à s'intéresser à des droits humains fondamentaux qui sont bafoués dans les pays européens. Et comme nous sommes sur le sujet des droits de la femme, je n'ai pas entendu de résolution
du Parlement européen, ni de décision avérée de l'Union européenne quant à la traite des Blanches, notamment de la région d'un certain nombre de pays issus de l'ancien bloc de l'Est. Et nous avons des preuves, des associations ont présenté des preuves que les réseaux de prostitution en Europe travaillent de main en main avec un certain nombre de gouvernements européens. Il y a d'autres problèmes que j'aborderai tout à l'heure qui sont exclusivement liés aux droits humains, aux droits des enfants. Quand on connaît les réseaux de mendicité des enfants qui se sont évolués vers des réseaux de prostitution infantile, qui se sont évolués vers des réseaux de délinquance et dont souffrent les peuples européens, puisqu'il s'agit de parlementaires européens, qu'ils écoutent leur peuple, qu'ils écoutent ceux qui les ont élus, pour qu'ils s'intéressent à des problèmes humains qui concernent la communauté européenne, qui concernent les pays européens et qui concernent les peuples européens. Venir avec vous, bien sûr, par rapport à ces menaces ou par rapport à cette situation que nous vivons actuellement d'instabilité au niveau de notre région, puisque tous les pays frontaliers sont bien sûr proies à de l'agitation, que ce soit du côté de l'extrême sud du pays, donc vous avez le Mali, le sud-est c'est la Libye, et le sud-ouest maintenant c'est le problème, le conflit du Sahara occidental avec bien sûr le Maroc. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de cela, que cette région aujourd'hui et dans le viseur des pays occidentaux par rapport à ces richesses? Il faut dire les choses clairement. Oui, en Libye, c'est le pétrole, on est en train de siphonner le pétrole libyen. Il faut rappeler que la Libye est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Ce fut le cas aussi en Irak. Mais bien sûr. Cette recherche pour alimenter les économies des pays occidentaux et d'autres pays par ailleurs. Il n'y a pas dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis définitifs, il n'y a pas d'ennemis définitifs, il n'y a que des intérêts. Il est normal que ces pays cherchent à accéder à des richesses par tous les moyens. Le plus important pour nous, c'est de construire un État fort, c'est de construire un front intérieur fort, capable de défendre nos intérêts. Vous savez, il est interdit d'être victime dans le concert des nations. Si vous êtes faible, vous n'en voulez qu'à vous-même, vous ne vous en prenez qu'à vous-même. Et créer ce front intérieur requiert un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères. Ne pas créer des situations qui seront exploitées par d'autres. Veiller à ce que les droits humains, la démocratie, soient une réalité dans nos pays. Renforcer nos capacités militaires, nos capacités économiques. Vous savez, vous ne pouvez pas aller en guerre parce que vous avez des avions de chasse et des bombardiers. Vous pouvez vous défendre parce que vous avez une économie forte, parce que vous avez une certaine indépendance alimentaire, parce que vous avez des moyens financiers qui peuvent vous permettre de faire face à des situations de crise. Donc, je pense qu'il faut ramener les problèmes à leur juste réalité. Maintenant qu'on me dise qu'il y a des tentatives, oui, ces tentatives de déstabilisation ne se sont jamais arrêtées depuis l'indépendance de notre pays, depuis l'engagement du processus de décolonisation dans les années 60. Il y a des pays qui ont été phagocytés, vassalisés par l'ancienne puissance coloniale, et il y a eu des pays, comme notre pays, qui ont résisté, et ces puissances, la puissance coloniale et les puissances occidentales, n'acceptent pas cette résistance, n'acceptent pas notre indépendance. Quand je dis notre indépendance, c'est-à-dire que nous avons nos points de vue, que nous avons notre propre politique étrangère, que nous refusons la vassalisation. Et l'un dans l'autre, c'est-à-dire cette indépendance dans l'opinion, dans la décision politique, dans la décision diplomatique, dans la prise de position sur des questions internationales, rajoutée
au désir de ces puissances d'accéder plus facilement et sans contrepartie aux richesses, font que cette région, l'Afrique du Nord, la région sahélo-saharienne, a été toujours un foyer de déstabilisation. Alors le franc intérieur fort, que faut-il aujourd'hui de façon concrète aller vers une situation de sérénité, inclusion sociale et politique, dépasser et régler nos différends entre nous à travers un débat franc et sincère entre tous les Algériens, régler tous nos problèmes entre nous. Ceux qui pensent que nous allons accéder à la démocratie par l'ingérence étrangère, je les invite à regarder le chaos irakien, à regarder le chaos libyen, à regarder la situation de déstabilisation permanente en Tunisie, à regarder la situation en Syrie. Je vais vous dire, il n'y a pas de démocratie ni de droits de l'homme qui vous seront ramenés par une ingérence étrangère. Nous sommes condamnés entre Algériens à nous parler, à apprendre à discuter entre nous, à apprendre une chose qui est fondamentale, à apprendre à ne pas s'insulter, à ne pas s'accuser mutuellement de manque de patriotisme, à accepter les jeux de règles démocratiques, d'alternance au pouvoir, d'indépendance, et surtout, cesser définitivement de faire intervenir l'étranger, plus particulièrement l'ancienne puissance coloniale. Nous assistons à un phénomène dans notre pays. Quand vous voulez déstabiliser quelqu'un, vous lui dites « N'takhdam and France ». Alors, de part et d'autre, qu'il s'agisse des tenants du pouvoir, qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse de ceux qui se présentent comme patriotes, que de ceux qui se présentent comme démocrates. L'OTAN ne va pas vous ramener la démocratie. La démocratie, nous devons la construire entre nous. Nous devons cesser pour cela de nous insulter, de nous lancer des noms d'oiseaux, de l'anathème et de l'excommunion. Nous devons apprendre à discuter entre nous. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons construire un pays fort et un front fort, mais aussi apprendre les règles élémentaires du vivre ensemble. Cessez de dire, cessons de nous insulter, cessons d'utiliser notre appartenance culturelle ou culturelle comme sujet fondamental du débat. Les sujets fondamentaux du débat sont ailleurs, ils sont dans l'économie, ils sont dans l'emploi, ils sont dans la construction de l'avenir de l'Algérie. Et il faudrait aussi, d'une manière ou d'une autre, barrer la route aux travestisseurs de l'histoire et aux fossoyeurs de l'avenir de l'Algérie. Parce que ceux-là, on ne peut pas compter sur eux pour la véritable construction de ce front intérieur. Mais justement, quand on parle de ce front intérieur, on revient à certaines réalités également historiques. Durant les années 90, c'était les pires années de déstabilisation ou tentatives de déstabilisation de l'Algérie. Nous avons connu les pires années de tueries et de crimes terroristes. Nous avons été totalement isolés sur le plan international. L'Algérie avait connu indirectement une sorte d'embargo international et on a pu quand même régler et cesser de faire couler le sang des Algériens. Est-ce qu'il faudrait aller vers une même situation de dialogue, de concertation pour avoir un consensus, même si le consensus n'existe pas dans sa globalité, pour essayer de trouver des compromis et régler nos différends et bien sûr aller vers une situation d'apaisement? Est-ce qu'il faudrait aller vers ce type de situation, de débat et de dialogue? Je vais vous dire, quand les Algériens, y compris ceux qui font appel du pied à des puissances étrangères ou à des organisations internationales contre leur propre pays, quand cela comprendront définitivement, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, qui ont connu la même situation, quand ils comprendront que nous sommes condamnés à nous parler, quand on cessera de régler les problèmes liés à la démocratie, quand on cessera de régler les problèmes qui sont liés aux déclarations des uns et des autres et de la liberté d'expression, quand on cessera de les traiter d'une manière
sécuritaires et judiciaires, sauf dans les cas avérés, où ceux qui les déclarent, ou ceux qui agissent véritablement contre la souveraineté nationale et d'une manière patente. Cela, il faut les traiter d'une manière sécuritaire et d'une manière judiciaire. Il faut libérer l'accès aux organes de communication, tous les organes de communication. Il faudrait que les Algériens apprennent à discuter entre eux. Il ne faut pas ostraciser des gens parce qu'ils ont des opinions différentes. Nous n'avons pas le droit d'empêcher des gens de s'exprimer parce qu'ils ne pensent pas la même chose que ceux qui pensent être les seuls patriotes dans notre pays. Il faudrait qu'on apprenne la confrontation des idées, argument contre argument, opinion contre opinion, sans s'insulter, avec courtoisie. Oui, ce sont les conditions qu'il faut réunir pour que véritablement il y ait un dialogue interne, inclusif, qui mènera notre pays à deux choses, qui garantissent l'immunité d'un pays, le vivre ensemble et un front intérieur solide, avec avant l'Algérie avant tout. Libérer les organes de communication, tel que vous le dites aujourd'hui, M. Belhimel, il l'a bien déclaré, il n'y a plus de tutelle administrative sur l'information. C'est important. Oui, il n'y a pas de tutelle administrative. Mais ce que je dis, il y a des réflexes. Il y a des réflexes dans tous les médias, qu'il s'agisse de médias publics ou de médias privés. Il y a des gens qu'on ostracise parce qu'on a peur en les invitant que cela se retourne contre l'émission ou contre l'organe de presse. Il faudrait qu'on comprenne définitivement que chaque organe de presse a une charte éthique et il a une ligne éditoriale et que nous invitons les gens en fonction de cette ligne éditoriale. Qu'il y a des lignes rouges, ces lignes rouges, c'est quoi? C'est les intérêts supérieurs de l'Algérie. Les intérêts supérieurs de l'Algérie, c'est quoi? C'est sa souveraineté, c'est son indépendance, c'est le vivre ensemble, c'est ne pas faire de différence sur des plans ethniques et religieux entre les Algériens. C'est cela qui est important. Au-delà de cela, il ne faut pas ostraciser les gens. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour ceux qui sollicitent aujourd'hui, par exemple, des forces étrangères, tel que vous le dites aujourd'hui, pour un interventionnisme politique en Algérie, oublie quelque part qu'au niveau de ce Parlement européen, il y a Glucksmann qui a des ramifications avec BHL, et on s'en souvient tous. Bernard-Henri Lévy, par rapport au massacre qu'il a commis au niveau de la Libye. De triste mémoire. Bernard-Henri Lévy est dans son rôle. Bernard-Henri Lévy est l'instrument intellectuel, philosophique, en Europe et dans les pays arabes, de l'entité sioniste. Ses positions pour l'entité sioniste sont connues. Et il est dans son rôle. Le problème, ce n'est pas Bernard-Henri Lévy et Glucksmann. Le problème, c'est ceux qui leur donnent l'occasion et qui leur donne l'opportunité de s'exprimer sur l'Algérie et de faire de l'interventionnisme, de créer des réseaux. Eux, ils sont dans son rôle, dans leur rôle. Précisément, M. Haddem. Je parle d'un certain nombre de nos hommes politiques qui n'ont pas de formation politique. Et je dis qu'ils n'ont pas de formation politique et je donne des arguments pour. Si vous croyez qu'une chaîne de télévision qui appartient, une chaîne publique qui appartient à l'État français et qui est chargée de la promotion de la politique française à travers le monde et de sa politique étrangère. C'est le porte-parole du Quai d'Orsay. Si vous pensez que France 24 ou TV5 va vous ouvrir les plateaux et les studios pour tenser le président de la République française et qu'ils le font avec un sentiment de grande démocratie, il faudrait de deux choses l'une, ou être naïf politiquement, ou alors, plus grave, être complètement manipulé. Je vais vous dire, nous avons assisté, si ce n'était pas dangereux pour notre pays,
cela aurait prêté à sourire. Alors, autre question, vous reprenez bien sûr le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que par exemple ces attaques que subit aujourd'hui l'Algérie, cette résolution adoptée au niveau du Parlement européen devrait servir un peu de déclic ou de déclencheur pour régler nos différends et bien sûr asseoir une véritable économie forte et socialement prendre en charge toutes les difficultés que connaissent aujourd'hui notre jeunesse? C'est ça l'objectif aujourd'hui de cette nouvelle gouvernance. D'abord, il y a un certain nombre un certain nombre de déclarations fortes qui ont été faites par le président de la République avant sa maladie. Dans ses discours différents et dans ses rencontres avec la presse, nous sommes revenus là-dessus, ici dans ce studio et ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que quand nos hommes politiques, et là je fais appel à la classe politique algérienne, quand ils cesseront de faire des déclarations uniquement pour caresser dans le sens du poil, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quand nos hommes politiques comprendront qu'il y a autre chose que les rendez-vous électoraux pour les législatives à venir, et qu'ils décident définitivement d'aller vers un dénominateur commun, d'aller vers des discussions communes. Cela nous permettra d'avancer. Alors, autre question, le front intérieur, il va falloir des efforts pour résoudre, recoller les morceaux. Il faut de la confiance, la cohésion, le consensus sur les grandes questions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tout le monde est prêt à faire des concessions pour dialoguer, discuter, se mettre autour d'une table? D'abord, je voudrais dire une chose, Madame Souheil El Hachmi. Nous n'avons pas le choix. Il y a des exemples de chaos chez nos voisins. Nous devons les regarder. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes tenus de nous parler. Nous sommes tenus en tant qu'Algériens de nous parler, de discuter. Sans anathème. Oui, sans anathème. Parce que là, pour reprendre, nos différences politiques. Là, vous avez parlé tout à l'heure des années 90, je n'ai pas voulu relever. Vous y revenez, parce que là, le mot, c'est le haq l'azam, parce que les Algériens, ils sortaient de chez eux, ils voyaient des têtes coupées, parce que les Algériens sortaient de leur travail et qu'ils n'étaient pas sûrs d'y arriver, parce qu'il n'y avait pas que les cadres qui étaient touchés, parce que l'Algérien lambda, dans son quartier, ne sait pas qui c'est qui va l'assassiner. Oui, nous avons été obligés. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas en arriver là pour se mettre autour d'une table, pour comprendre que nous n'avons pas le choix, que nous devons discuter entre nous, qu'il n'y a pas de consensus définitif. Ceux qui pensent qu'ils ont raison parce qu'ils sont au pouvoir, ou qu'ils ont raison parce qu'ils sont dans l'opposition et qui veulent arriver au pouvoir, souvent par des moyens non démocratiques, uniquement par les pressions, en passant par la rue, en passant par les organisations régionales et internationales. Cela se trompe. Nous n'avons pas le choix. Nous devons apprendre à nous parler sans nous insulter et avec courtoisie. Malgré nos différences et nos divergences. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, on ne fait pas assez dans la prospective de l'État. On ne fait pas assez dans la prospective. Si nous avons des instituts, nous avons des Algériennes et des Algériens qui réfléchissent. Il est vrai que notre problème, le problème dans notre pays est un problème lié à la communication. Nous avons aussi gardé depuis des années un certain réflexe du secret, de pouvoir tout garder à l'intérieur d'un certain nombre de cercles. Si, il y a de la prospective. Alors, autre question relative à la communication, puisque vous l'avez abordé, M. Mostafa Heddem, ne croyez-vous pas que nos gouvernants doivent adopter une autre façon de communication pour une meilleure compréhension et adhésion du peuple? Gagner sa confiance par la communication. Les guerres se font aujourd'hui via les médias. Oui, il y a dans notre pays, il y a eu une cassure importante. C'est un processus lent que de reconstruire cette confiance. Mais il faut dire qu'il y a de la franchise maintenant,
que nous la percevons. Les gens dialoguent d'une façon ou d'une autre. S'ils ne passent pas dans les radios et les télévisions, ils passent par les réseaux sociaux. Nous devons parler entre nous. J'insiste, mais une véritable communication passe par les médias lourds. Et ces médias, je le redis encore une fois, doivent être ouverts à toutes les sensibilités et à toutes les opinions. Alors, les égos personnels doivent être mis de côté au nom de l'amour pour ce pays qui doit être uni et indivisible. Monsieur Moustapha Heddem, dernier commentaire de l'auditeur pour clore cette émission. C'est un vœu pieux qu'il faut transformer en réalité. J'espère que nous n'allons pas attendre de voir notre pays tomber au lambeau pour décider à parler entre nous. Alors, monsieur, on n'a pas le droit de s'exprimer librement sur la presse gouvernementale ou d'État et privée plus qu'avant. Est-ce que ça doit changer rapidement, Oui, monsieur j'ai dit, il ne faut pas ostraciser les gens pour leurs opinions. Il faut libérer définitivement tous les médias, qu'ils soient publics ou privés, à toutes les opinions, à toutes les sensibilités au sein de la société, à tous les partis politiques, à toutes les opinions politiques, à une seule condition: argument contre argument, avis contre avis, intelligence contre intelligence, sans s'insulter. Monsieur Moustapha Heddem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.